Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose de lire ensemble un nouveau traité, enfin nouveau pas tant que ça, puisqu'il s'agit quand même d'un traité très très ancien, puisqu'il s'agit du traité de l'Espée de Saint-Didier. Alors c'est un document qui a été retranscrit par Olivier Dupuy. Olivier Dupuy que vous connaissez puisque j'ai eu la chance de l'interviewer et d'avoir... Donc vous pouvez trouver la vidéo de l'interview sur la chaîne, vous cherchez Olivier Dupuy et vous trouverez. Une personne très intéressante au demeurant. Et donc il y aura une petite préface, je lirai la préface de ses travaux, plus il y a une analyse d'un auteur et d'un maître du 19e siècle, qui donnera aussi son analyse lui par rapport à son époque. Et enfin, nous nous lancerons dans la lecture, ma foi, assez complexe, puisque c'est écrit en ancien français, et j'essaierai donc de traduire en français moderne, plus ou moins, parce que je pourrais pas, j'ai pas forcément les connaissances des anciens mots à 100%, mais essayer de comprendre un peu de ce qu'il veut dire, et l'objectif vraiment, ça va être de rendre accessible cet écrit, parce que, effectivement, si on est... c'est pas ouvert à toutes les toutes les compétences de lecture, c'est assez compliqué. J'ai commencé à le survoler un petit peu pour voir comment ça allait se passer. Bon, ça va être compliqué, mais on devrait y arriver. Je vais commencer donc avec les notes de transcription et d'édition, et petit à petit, bon ben voilà, le traité va se dérouler, et puis on essaiera de tirer quelque chose de bien de tout ça, sachant qu'une fois que l'on rentrera dans le dur du sujet, c'est-à-dire la technique pure, eh bien, ce lison ensemble va se transformer en point technique, et nous travaillerons l'épée seule de Saint-Didier. Sous les points techniques, nous allons donc basculer de catégorie. Bon, maintenant vous connaissez le plan, vous savez à peu près comment ça va se passer, ben maintenant on va y aller. Attention, le traité de l'épée seule de Saint-Didier, transcription du traité par Olivier Dupuy, et qui sera préfacé par Georges Dubois en 1918. La transcription du traité de Saint-Didier a été initiée par Damien Dion, qui a eu l'amabilité de me communiquer son travail pour que je ne parte pas de zéro. La transcription suit la version numérisée de l'exemplaire de la bibliothèque de Blois, cote I410, disponible en téléchargement sur le site des bibliothèques virtuelles humanistes. Le deuxième exemplaire étudié est un fac-similé de l'exemplaire de la BNF publié en 1907 à Paris par la Société du livre d'art ancien et moderne. Il existe une édition numérisée de l'exemplaire de la bibliothèque d'Harvard disponible sur books.google.com. L'étude comparative des deux ouvrages fait apparaître quelques différences. Certaines modifications de pagination sont imputables à la réédition, ajout de 2 gravures de l'auteur, juste après le titre, et interversion du folio 11 avec le folio 10V, mais la version corrigée du poème de Monsieur de l'Aigle dans l'exemplaire de la BNF indique que l'ouvrage original a bénéficié d'une réédition sans que, pour autant, la date d'édition en soit modifiée. Il subsiste d'autres exemplaires, par exemple ceux de la collection Scott de Glasgow, qui n'ont pas été consultés. Note de transcription. Le U et le I, ayant valeur de consonne, ont été remplacés par V et J. Le S7 a été remplacé par le double S, pour le seul usage qui en est fait dans le texte. Les coquilles évidentes et les graphies aberrantes ont été corrigées et la graphie originelle indiquée en note. Les contractions ont été étendues. L'accent aigu est utilisé par la lettre E pour distinguer E tonique de E atone en monosyllabe ou en syllabe finale. Dans les autres cas, l'accentuation originelle a été maintenue. L'accent grave sur les lettres A, E et U dans les prépositions et les adverbes monosyllabiques a, la, ou principalement, ont été uniformisés sur l'ensemble du document. Les apostrophes manquantes ont été ajoutées. La table des matières n'a pas été transcrite. Les indications de pagination originale n'ont pas été conservées. Note d'édition. La pagination a été bousculée, offrant au lecteur moderne chaque leçon complète sur une page entière. Quand cela a été jugé nécessaire, des barres verticales ont été insérées pour marquer plus nettement la séparation des sections. Des notes de lecture ont été ajoutées sans rapport avec la transcription, que le lecteur me les pardonne. Les illustrations proposées sont de mauvaise qualité, que le lecteur me les pardonne aussi. Introduction. Le traité de Saint-Didier, le vieux traité d'escrime, connu, écrit et imprimé en français, souffre d'un étonnant désamour aussi bien de la part des historiens de l'escrime
que de ceux qui travaillent sur les vieux traités. À y regarder de près, peu de critiques à son encontre semblent justifiées. Par exemple, Gelli insinue que le texte de Saint-Didier est une adaptation du traité de Di Grassi. Les principes, les théories qu'il expose sont celles de l'escrime italienne que Saint-Didier a pris, ne les modifiant que légèrement, de Marozzo, d'Agrippa et plus particulièrement de Grassi. Nous sommes portés à croire que Saint-Didier a traduit les ouvrages des maîtres italiens, non seulement par la grande affinité qu'on remarque entre le texte français et les textes italiens, mais encore parce que Saint-Didier séjourna en Italie pendant les campagnes de 1554 et 1555 contre le Piémont. Donc ça, c'était Gelli qui le disait. Gelli va jusqu'à prétendre que ce traité est la traduction du traité italien de Giacomo Grassi, de 1570. Cet avis est assez étonnant. Sans regarder plus avant dans la technique, la seule différence d'organisation des contenus rend douteuse l'affirmation. Goemal, à la même époque que Gelli, dit lui-même que les gardes de Saint-Didier ne sont pas les mêmes que celles de Di Grassi. Déjà, Georges Dubois, en 1918, publiait dans le Bulletin du bibliophile une vive critique de ses contemporains qui, bloqués dans leur vision d'un progrès continu, dédaignaient l'œuvre de Saint-Didier, le traitant comme un babillement enfantin. Je reproduis plus loin l'intégralité du propos de Georges Dubois en guise de préface. Sa louange sonne plutôt juste, bien que ses arguments puissent, aussi, être excessifs par moments. Plus récemment, Sidney Anglo a aussi pris la défense de l'œuvre de Saint-Didier en montrant que cet auteur a su innover dans de nombreux domaines. Saint-Didier diffère certainement de ses prédécesseurs en instituant un sol géométrique et des positions de pied énumérées pour indiquer le séquencement correct des déplacements. Bien que les illustrations dans le traité de Joachim Meyer en 1570 en font déjà état, le texte n'explicite pas les quelques indications placées dans les gravures. A contrario, les gravures de Saint-Didier, bien que d'une qualité médiocre au regard de celles de ses contemporains, sont exécutées selon un plan cohérent conçu non seulement pour illustrer, mais bien pour comprendre le texte. Saint-Didier cite explicitement le contenu des illustrations. Il n'utilise que 2 personnages, désignés systématiquement par leur nom, numérotés, les impairs pour le lieutenant et les pairs pour le prévôt, de sorte à être systématiquement cités à une ou plusieurs reprises dans le texte pour y associer l'illustration. Dans ses premières illustrations, Saint-Didier utilise de simples plans géométriques et des positions de pieds arrangées en carré et triangle. La méthode, bien que rudimentaire, est intelligemment conçue. Il a néanmoins oublié de noter dans certaines gravures les numéros de position de pied, sorte que les textes ne trouvent pas leur correspondance dans les dessins. Par exemple, les figures des pages 60, 62 et 64. Anglo estime ainsi que Saint-Didier est le précurseur de plusieurs siècles d'illustrations labyrinthesques de diagrammes de positions de pieds intriqués. Parmi les autres qualités novatrices qu'Anglo trouve au traité de Saint-Didier, citons que Saint-Didier serait le premier avec Vidiani de se limiter à l'épée seule, bien qu'il se vante de présenter plus d'armes. Et il serait un des premiers à mentionner comment dégainer, après Pietro Monte, vers 1530, et le travailler, avec Lovino, en 1589. Enfin, Pascal Briouat note que certaines particularités de chez Saint-Didier, comme la feinte et les saisies, les princes, se retrouvent durablement dans ce qui sera considéré plus tard comme le style français. Concernant le personnage même de Saint-Didier, il y a peu d'éléments biographiques en dehors de ceux que l'on retrouve dans son traité, soit directement sous sa plume, soit dans les vers des nombreuses pièces liminaires. Commençons donc par cela. Le 10e vers du sonnet de François de Belforest, en page 26, et Laisse-le de Salmat et Lointain polonois, apporte une précision sur la date d'édition du traité. Il s'agit en effet d'une référence explicite à la récente élection d'Henri de Valois, frère du roi Charles IX, comme roi de Pologne, le 11 mai 1573. Du 11 mai au 5 juin, date donnée pour l'impression à la fin de l'ouvrage, il ne reste qu'un mois pour terminer l'édition finale. On peut ainsi induire des 2 premiers vers du sonnet de Jean Emery, page 19, que Saint-Didier serait le fils d'un certain Luc de Pertuis en Provence, ce qui permettrait de situer la ville de Saint-Didier dans le Vaucluse au sud-est de Carpentras. Plus loin, on apprend qu'il a reçu une expérience militaire, à la page 22, Saint-Didier aux armes esprouvées. D'Arécy prétend que Saint-Didier participa à plusieurs campagnes, dont celle du Piémont de 1554 à 1555, mais je n'ai pas de connaissance d'autres éléments que les propos suivants de Saint-Didier dans l'épître au roi qui, à mon humble avis, ne permettent pas d'être aussi catégoriques, en page 10.
car ayant fait service au fait des armes, tant à vos aïeux comme aussi à votre majesté, par l'espace de 25 ans en Piémont et ailleurs. Parmi les guerres d'Italie, qui opposèrent les rois de France aux Habsbourg à la moitié du XVIe siècle, le Piémont fut à de nombreuses reprises le théâtre de conflits, en particulier sous François Ier dans la période de 1542 à 1546, plus que sous Henri II de 1552 à 1556, période à laquelle Gelli pensait certainement. Enfin, on sait qu'au moment de la rédaction de son traité, Henri de Saint-Didier est gentilhomme et écuyer, page 92, ce qui s'explique certainement par ses contacts à la cour, contact direct lorsqu'il tire avec le roi ou le duc de Guise, page 95, et dans le monde littéraire. Ses nombreux dédicataires comme Amadis Jamin, François de Belforest, Nicolas de Volusien sont des élèves, contacts, amis du monde littéraire du moment, Ronsard, Agrippa d'Aubigné, Duverdier. Ces nombreuses relations que l'on devine entre Henri de Saint-Didier et le monde littéraire de son époque peut expliquer la forme très aboutie de ce traité, tant dans l'organisation du savoir que dans la forme éditoriale, jusqu'à l'avertissement au lecteur de possibles contrefaçons. Hormis ces éléments-là, je n'ai retrouvé qu'une seule autre information indirecte de la Croix du Maine qui écrivait en 1584 qu'Henri de Saint-Didier est encore vivant, et qu'il est après à imprimer d'autres livres touchant sa science de l'escrime, et encore touchant plusieurs autres beaux secrets de nature auxquels il emploie tout son plaisir. La vie d'Henri de Saint-Didier nous reste ainsi pour la plus grande part inconnue. Pour ceux qui souhaitent rentrer plus avant dans la matière du traité, je vous invite à consulter l'analyse de Jean-François Gilles. C'est la fin de cette première partie de la lecture du traité de l'épée seule par Saint-Didier. Donc là, nous avons vu les propos de M. Dupuis. La prochaine partie, nous attaquerons la préface par Georges Dubois. J'espère que cette série vous plaira tout autant que l'autre, voire peut-être même plus. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à bien lire, à bien vous renseigner, et à la prochaine!